Merci pour votre fidélité. Troisième partie de Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Nous nous intéressons cette semaine à la Centrafrique avec plusieurs invités. Monsieur Joachim Kokate, Monsieur Guy-José Kossa et Monsieur Roger Ondialandi. Merci messieurs à tous les trois d'être restés avec nous. Il est aujourd'hui admis que près de 60% du territoire centrafricain est sous le contrôle de groupes armés. Les appels au secours des religieux et de quelques responsables politiques restent sans écho. Alors comment sortir le pays de cette situation? Manuel Majot nous énumère quelques chantiers prioritaires et on les décrypte juste après. Je pense qu'il va falloir tenir les engagements qu'il a pris pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire procéder à la pacification du pays, autrement dit un désarmement de toutes les milices sur le terrain, aussi bien les ex-Séléka que les anti-Balaka, et y compris ceux de l'Est du pays qui sont de la LRA. Ça, c'est la priorité absolue pour effectivement établir la paix dans ce pays. Nous ne pourrons rien faire, ni le développement, ni autre chose, sans ce préalable. Le premier point, c'est celui-là, et c'est son engagement qu'il a pris pendant la campagne électorale. Donc le reste, après, il y a d'autres points effectivement qu'il va falloir résoudre, notamment les conséquences de cette guerre, de cette crise, qui est surtout et en priorité les personnalités, les personnes qui ont été atteintes, hein, parmi la population. Donc il faut impérativement que l'on pense d'abord à ceux qui ont souffert, aux victimes, et ensuite voir comment régler le problème de la justice, trouver les solutions qui vont permettre de punir ceux qui ont causé ce tort à ce pays. Alors, on l'a entendu, hein, le grand défi de l'heure, c'est le DDR. Seulement, les opérations de désarmement volontaire, M. Kossa, n'ont jusqu'ici pas porté leurs fruits. N'est-il pas temps, finalement, d'envisager un désarmement par la force? Autant que je sache, je crois que le désarmement forcé fait partie du mandat des forces internationales. Mais vu le contexte de la RCA où le pays ne dispose pas d'armée et du fait aussi que le président de la République privilégie à ce stade la politique de la main tendue, autrement dit le dialogue avec les groupes rebelles, nous sommes peut-être en train d'avancer. Mais, une chose est certaine, c'est que ces groupes armés, encore une fois de plus, je le dis et je le répète, sont-ils disposés vraiment pour ce dialogue? Il y a un autre aspect du désarmement dont on ne parle peut-être pas beaucoup. Il s'agit de l'aspect rapatriement. Quand on parle de rapatriement, ça veut dire qu'on reconnaît que sur le territoire centrafricain, il y a bien des étrangers. Et ce sont des maquisards, ce sont des rebelles, ce sont des guerriers sans territoire. Ils ont trouvé en République centrafricaine un lieu d'enrichissement. Et c'est eux, justement, qui entretiennent, à mon avis, cette guerre. Et pour répondre à votre question, justement, face à cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Justement, Monsieur Kokate, qu'est-ce qu'il va falloir faire face à cela? Je pense qu'il y a 3 années en arrière, j'ai eu à faire une déclaration à Libreville que dans la coalition ex-Séléka, il y avait plein des étrangers qui étaient dans ce mouvement. J'ai été totalement mis en minorité et aujourd'hui, l'histoire est en train de me donner raison. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, nous, au niveau du DDR, nous avons un programme de travail, nous avons un chronogramme de travail. Contrairement à ce que M. Kouale a dit tout à l'heure ici,
on n'a pas seulement travaillé au mois d'octobre. Nous continuons de travailler jusqu'aujourd'hui. Il y a le mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? Parce qu'on a l'impression, justement, que ça prend trop de temps. Le comité consultatif de suivi, il y a des organes de travail. Il y a un bureau qui est là, qui travaille d'une manière permanente et qui fait des propositions aux autorités de la République. Ce que je vais vous dire, c'est que, effectivement, nous savons que le pays a été pris en otage par un groupe de mercenaires. Et ces groupes de mercenaires, c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait le désarmement. Ces groupes de mercenaires-là, c'est ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions avoir le contrôle sur tout l'étendue du territoire. Bah justement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cela? Nous avons, c'est pour ça que je dis tout à l'heure ici, il y a un programme. Le désarmement, il y a des phases. La première phase, c'est d'abord de conscientiser tout le monde, d'amener tout le monde à désarmer, d'expliquer le bien fondé du désarmement et d'amener tout le monde à la raison. Ceux-là qui ne voudront pas adhérer et intégrer le processus de désarmement, il y a une deuxième phase. Cette phase-là, ça sera une phase militaire. La phase militaire, nous la ferons. Le chef de l'État, avec le gouvernement, vous voyez qu'il y a un travail qui se fait. Si aujourd'hui nous avons réussi à pacifier le kilomètre 5, comme a dit M. Angel Andi, la ville de Bambari est en train d'être pacifiée et je pense que d'ici quelques jours, ça va être fait. Le nord du pays, nous sommes en train de faire un travail de fond avec les chefs religieux, les sultans, dans ces villes occupées, pour amener les chefs rebelles qui occupent ces villes-là de revenir à la raison. Du moment où, si ils ne voudront pas adhérer à ce processus-là, à partir de ce moment-là, nous allons passer à la méthode forte. Alors, pour l'instant, plusieurs initiatives diplomatiques ont été enclenchées pour tenter de ramener justement les groupes réfractaires au programme DDR à de meilleurs sentiments, mais ça ne semble pas fonctionner. Donc la première option ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas tout de suite envisager la deuxième option, monsieur Angel Andi? Non, comme a dit, donc, il vient de le dire, c'est clair. Je crois qu'il y a des étapes d'abord au niveau de DDR, là, cette affaire de réconciliation, enfin de désarmer dans un contexte sur fond de paix. Il me semble qu'aujourd'hui, l'ensemble des institutions techniques sont là, puisque COCAT siège dans une de ces institutions. Les choses progressent, puisque dans le même temps, aujourd'hui, une partie de la population, en tout cas un recrutement est en cours, l'armée est en train de se reconstituer avec donc, le concours des Européens. Progressivement, nous sommes en train de mettre les choses, enfin, de constituer donc une contrainte militaire. Cette contrainte-là, elle en œuvre. À un moment donné ou à un autre, ce qui, on va pas dialoguer pendant 5 ans, ça c'est évident. Donc à un moment donné, nous verrons très bien quels sont ceux qui n'adhèrent pas et qu'il va falloir prélever. D'accord. Donc pour vous, le moment n'est pas venu. S'il vous plaît, ce que je voulais ajouter, très rapidement, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, nous avons une armée sans armes. Pour avoir une force et le moyen militaire de faire face à ces groupes armés réfractaires et tout, donc nous devons aussi, dans un premier temps, commencer à réorganiser et la mise en place d'une force de défense sécurité intérieure. Le président de la République, avec le gouvernement, vous verrez, avec peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je vous le dis, le ministre en charge de la sécurité intérieure est en train de faire un travail avec la MINUSCA pour la formation des gendarmes et des policiers et tout, de manière à ce que nous puissions d'abord avoir déjà des gens préparés à faire ce travail. Monsieur Kossa. Et c'est là tout mon problème avec la communauté internationale. C'est bien de dire que 60% de la RCA est occupée, c'est bien de dire que les rebelles sont là et ils exploitent les zones diamantifères, aurifères, etc. C'est bien de dire que le gouvernement n'a pas les moyens. Et là, je pose la question, le gouvernement n'a pas les moyens, ça signifie quoi? Pourquoi mettions-on la République centrafricaine sous un régime d'embargo? Qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Parce qu'un État sans armée,
un État sans force de sécurité valable, un État qui n'est pas dans une posture qui lui permette de défendre son territoire, ce n'est pas un État souverain. Or, ce que je voulais ajouter, madame, je voulais vous dire, nous avons un organe, le pouvoir législatif. Nous avons les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Qui doivent parler de ce problème de l'embargo sur les armes. Conviendrez-vous avec nous du moment où les forces armées, les forces de défense intérieure, non pas les armes, mais nos amis qui sont en face ont le temps de se réarmer afin au su et vu de tout le monde. Sont en train de se réarmer. Mais ce que nous voulons tout simplement, nous allons les amener. C'est des Centrafricains. Et j'en profite pour lancer un appel à nos frères du FRC et, par exemple, d'autres groupes militaires, de politico-militaires qui sont en train de chercher à occuper le sol centrafricain d'une manière illégale, de revenir sur la table de négociation. C'est un appel patriotique que je lance à ceux-là de revenir sur la table de négociation afin qu'ensemble nous puissions trouver une sortie d'une crise apaisée. Dépasser cette étape-là, à un moment donné, nous allons voir avec nos pays, les pays voisins, la communauté internationale, de poser le problème d'une manière claire, de manière à ce que nous puissions trouver une solution à cette crise pour sécuriser les Centrafricains. Merci, M. Bokate. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre point tout aussi important que le désarmement, c'est celui de la lutte contre l'impunité. Où en est-on, M. Ndialadi? Justement, dans le sillage justement de cette question de la pacification du territoire, il y a un travail, je crois que la volonté chef d'État aujourd'hui, c'est à la fois de stabiliser la situation. Puisque je vous ai dit tout à l'heure en début d'intervention que le niveau de violence a baissé sur l'ensemble du territoire national. Dans le même temps, il va falloir conforter la situation, la stabiliser. Comment la stabiliser? Il y a une formation en cours. Il me semble que les Européens sont en train de former l'armée nationale. Il y a une stabilisation en cours. Il y a une réforme du secteur de la sécurité aussi qui est en cours. Et naturellement, tout ça conjugué avec un impératif de justice et de justice et d'indemnisation des victimes. Dans l'esprit du chef d'État, aujourd'hui, c'est un impératif non négociable. Aujourd'hui, puisque d'ailleurs la Cour pénale spéciale a été mise en place. Mais est-elle justement, parlons-en de cette Cour, est-elle pour autant opérationnelle, M. Kossa, vous pensez? Elle est en train de se constituer aujourd'hui. C'est dire que la volonté est là, nous avançons. D'après les informations, il y a eu des avancées en termes de lutte contre l'impunité en Centrafrique? D'après les informations, effectivement, cette Cour est en train de se mettre en place. Son premier juge a été nommé, son premier procureur. C'est cela, et je crois que il y a une liste de membres qui est en train d'être examinée par la Cour suprême, je crois. Et ensuite, mais enfin, sur ce problème justement d'impunité, évidemment, ça va concerner qui et ça va partir de quelle période à quelle période. C'est tout cela qu'il va falloir analyser. Et je crois que ce débat, il est technique. Je veux dire que la question de qui ira définir le profil, etc., le format, ce débat, il est technique. Ça va être aux juristes de le faire. Mais en tout cas, la volonté politique est très marquée, très ferme là-dessus. C'est un débat qu'il faut avoir naturellement. Il faut avoir en amont. Il ne faut pas attendre justement. Je ne pas, mais je veux dire que ce débat-là, c'est pas d'entrer en grande brasse. Si on aborde ce débat-là sur ce plateau-là, je veux dire, ce débat qui est très technique. Je dis simplement qu'il y a des techniciens de cette affaire-là. Oui. La volonté politique est très marquée. La justice passera, ça c'est une évidence. Même si aujourd'hui on débat avec ceux qui demain seront portés devant la justice. Parce que la question n'est pas, c'est pas parce qu'on dialogue avec les rebelles que on est dans l'impunité. C'est pas ça le débat. Monsieur Kessa, Kossa, pardonnez-moi, est-ce que vous ne craignez pas finalement que la paix se fasse au détriment de la justice et que des chefs rebelles finalement soient amnistiés, par exemple? C'est une crainte que vous avez? Ben, c'est une crainte profonde quand j'entends par ailleurs parler de dialogue inclusif. Non, c'est pas. Je veux dire que c'est juste une incompréhension. Hein, je veux dire. La question n'est pas d'avoir crainte de cette affaire-là. Je dis c'est juste une incompréhension parce qu'aujourd'hui, pour certains, ils ne comprennent pas quel est le mécanisme qui est en cours.
Alors Mais naturellement, il y a des questions, d'interprétation. Vous avez un devoir de communication, mes chers amis. Non. Vous avez un devoir de communication. Non, justement, mais les gens sont aujourd'hui de tenter de tirer une vérité sur une autre vérité. C'est-à-dire qu'ils pensent que la vérité consisterait à penser que demain, parce qu'on est en train de débattre avec les rebelles, ils ne seront pas poursuivis demain. C'est une vérité, c'est une inférence, j'allais dire. On est en train de tirer une vérité sur une autre vérité. La vérité, celle qui n'est pas inférée, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'était un impératif que je disais tout à l'heure, non négociable, il y aura la justice et donc les victimes seront indemnisées. Ça, c'est net, clair et précis. Et ça, c'est d'ailleurs dans le document qui a été présenté, naturellement, donc, à Bruxelles. Dans le chronogramme, on ne parle pas de dialogue inclusif, c'est cela. Mais ça n'exclut pas. Ah, on peut venir dialoguer parce que la question de la justice, c'est la question de la justice. Enfin, la question de porter quelqu'un devant la justice, ça relève de la justice, j'allais dire, de la justice judiciaire. Or, aujourd'hui, ça n'empêche pas de dire, voilà, inclusif, ça veut dire, je peux débattre avec toi, mais ça ne veut pas dire que tu es absous de tout. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est cette incompréhension-là qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de patauger un peu dans la mare. Il y a multiples visages de dialogue. Ce que je voulais dire à M. Kossa, c'est que l'impunité ne va pas se faire en République centrafricaine. Il y a une volonté générale de mettre fin à l'impunité. Et le forum de Bangui, a été clair par rapport à ce problème de l'impunité. Oui. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République est arrivé, il a trouvé des documents, des dossiers qui ont été établis pour parler de ça. C'est par rapport à ça qu'il y a aujourd'hui la Cour pénale spéciale, il y a la Cour pénale internationale et tout ce monde-là pour que nous puissions sanctionner les gens qui doivent répondre. Je voulais vous dire, ce qui se cache derrière l'impunité. Très rapidement. Très rapidement. Ce qui se cache derrière l'impunité, c'est quoi? Certains chefs rebelles qui savent qu'ils ont des soucis, qu'ils ont des problèmes avec la justice, n'est-ce pas? Et ils sont en train de chercher à tirer les choses. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que tout le monde doit être égaux devant la justice. Et ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Kokaté, Monsieur Joachim Kokaté, d'avoir pris part à cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et personne ressource dans le comité consultatif et du suivi du DDRR. Monsieur Guy-José Kossa, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, observateur et analyste sociopolitique. Et merci à vous, Monsieur Roger Ondialandi, qui est coordonnateur des soutiens du président Faustin Archange Touadéra en Europe. C'est ça. Et merci également à notre invité, M. Dany Koualé, membre de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, qui a pris part aux premières et deuxième parties de cette émission. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.